Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique CNet LPCN pour les intimes. C'est aussi, vous le savez, le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines, avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu en version numérique. Mes gazouilleurs du jour, Natacha Kester-Séméon, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'agence You Are Here, porte-parole de Jamais sans elle, cofondatrice de Girl Power 3.0 et geekette de la première heure. À vos côtés, Gilles Babinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, vous avez créé de nombreuses startups, vous êtes ancien président du Conseil national du numérique et digital champion auprès de la Commission européenne. Où sont les femmes? Grandes utilisatrices du web et des réseaux sociaux, les femmes demeurent pourtant encore sous-représentées dans le numérique. Elles ne sont que 33% à travailler dans ce secteur et pourtant le digital représente de nombreux débouchés, nouveaux usages, développement de nouveaux métiers, création d'entreprises. Quels sont les freins à la féminisation du secteur? Quelles sont les initiatives, les modèles pour permettre aux femmes d'investir de nouvelles filières? LPCN se penche sur le numérique au féminin. Natacha, je le disais là en préambule, il y a un tiers des femmes actives qui travaillent dans le numérique. 10% des startups sont créées par des femmes. Alors les années passent, vous êtes déjà venus sur ce plateau pour traiter de ce sujet et c'est toujours le même constat, il y a une sorte de plafond de verre. Déjà, ça commence au moment de la formation. Il faut déjà avoir envie d'aller vers les nouveaux métiers du numérique. Et effectivement, il n'y a pas assez de filles et il faut y aller parce qu'il y a plein d'opportunités. C'est la croissance d'aujourd'hui et de demain. Et donc, il ne faut pas hésiter à apprendre les nouveaux métiers, dont celui du coding. Oui, du coding, parce qu'il y a peu de femmes qui se lancent dans ce type de métier, dans les développeurs. Alors pourtant, il y a plein d'opportunités. Soit on peut créer sa boîte, soit on peut créer des applis, soit on peut travailler dans des grandes entreprises. Vraiment, le champ est assez ouvert. Et en ce moment, c'est rare d'avoir un domaine dans lequel il y a autant d'opportunités. Alors Gilles Babinet, d'ailleurs, si on rentre dans le détail des chiffres qui ont été publiés par Syntec Numérique, les postes d'ingénieurs, c'est tous des garçons. Et je le disais, il y a peu de développeurs. Alors, quels sont les freins, à part la formation, à cette attractivité? Non, je pense qu'il y a un a priori, d'une part, effectivement, culturel, entre guillemets. Et puis, probablement, il y a également, du côté des employeurs, la perception que c'est un métier d'homme. Alors, je pense que l'opportunité que l'on a, c'est que le monde des startups, c'est un monde qui refait le monde, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire que les règles qui préexistaient ne sont pas bonnes et tout est possible. Si vous voulez, moi je suis président d'une petite société dans le domaine du big data et on a une proportion, je crois, très élevée de femmes, de façon surprenante. Mon associé est assez attentif à ça, il a plutôt, je crois, réussi, d'ailleurs sans, à mon sens, faire particulièrement de discrimination positive, juste en ayant une attention à cet égard, à recruter des femmes, y compris d'ailleurs des data scientists femmes, ce qui est réputé extrêmement rare. Donc vous êtes assez exemplaire. Est-ce que, Natacha, les femmes pensent en fait que les métiers du numérique ne sont pas faits pour elles, que c'est des métiers de geek et que quelque part elles sont leur pire ennemi, j'ai envie de dire? Oui, c'est vrai qu'il faut déjà soi-même s'identifier, se dire que c'est possible. Mais il faut aussi avoir un environnement, dans un premier temps, qui aide. Alors, des fois, c'est la famille. On peut avoir un parent ou quelqu'un autour de soi qui a un métier un peu technique et qui nous donne envie. Mais il faut aussi avoir des nouveaux rôle modèles, c'est-à-dire des personnes dans lesquelles on s'identifie. Mais ça n'a pas besoin d'être des Wonder Woman. Ça peut être des personnes qu'on rencontre, qu'on voit dans des magazines, qu'on voit dans des revues, qu'on voit sur Internet. Donc, c'est important qu'il y ait des modèles comme ça de femmes qui sont investies dans ce secteur, qui réussissent. Tout à fait. Et en plus, on sait que les filles codent très bien. Maintenant, il commence à y avoir des études. Je veux dire, la question aussi de la compétence est importante. Les filles codent bien. Pour monter une start-up, c'est vrai qu'il vaut mieux savoir coder. Est-ce que c'est un secteur qui est particulièrement macho, le numérique, ou pas? Non, je dirais pas ça. Spécifiquement. Je pense pas. C'est un secteur qui a des velléités de repenser l'ensemble du fonctionnement de la société. C'est plutôt une bonne chose. Moi, je sais que, sans les nommer, j'ai plusieurs amis qui sont dans des situations assez emblématiques, qui font de la discrimination positive parce qu'ils sont convaincus de l'importance qu'il y a d'avoir des femmes dans ce business. La complexité se situe, à mon avis, plus effectivement dans la perception, en premier abord, et puis dans le monde traditionnel. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup moins une sous-représentation des femmes qui sont, par exemple, CDO, Chief Digital Officer,
Peugeot vient de nommer une CDO, c'est assez rare, suffisamment rare pour CDO, être... vous pouvez expliquer pour, Chief Digital Officer, ce sont les gens qui sont chargés de la transformation digitale au sein des grandes entreprises. Mais encore une fois, cette femme à la tête de Peugeot, c'est un peu une exception. Natacha, il y a beaucoup d'initiatives pour promouvoir le rôle des femmes dans ce secteur, notamment je pense à Girl Power 3.0 que vous avez créé. C'est quoi votre message? C'est quoi ce club? Justement, ça fait partie des nouveaux rôles modèles et de la promotion en fait des hommes. Et puis on fait du réseau. Mais maintenant, il y a un certain nombre de clubs, et c'est ça qui est bien de voir, c'est qu'en 10 ans, puisque notre club a 10 ans, il y a des clubs multiples qui existent aussi dans les grandes entreprises, et on voit que la question de la mixité est une vraie question qui commence à être traitée. Aussi, comme le disait Gilles, avec la transformation digitale, c'est-à-dire que les entreprises sont en train de repenser leur organisation, la façon d'organiser aussi le travail, d'innover, parce que sinon elles sont disruptées, c'est-à-dire qu'on peut avoir des modèles concurrents qui viennent atteindre leur business model. Et donc c'est le moment idéal finalement pour se reposer les questions sur la mixité. Mais je pense aussi que les hommes en profitent, c'est-à-dire que c'est un avantage pour les deux. Et en même temps la diversité derrière. Alors justement, vous me faites la transition, Gilles Babinet, vous avez rejoint le mouvement que Natacha a créé, dont elle est porte-parole, en tous les cas, jamais sans elle. Pourquoi vous avez eu envie de rejoindre Vous savez, je ne l'ai pas rejoint, je l'ai co-créé, Vous l'avez co-créé, c'est créé chez moi. Vous savez, ça. on était, il faut dire, une très vaste majorité d'hommes en train de dîner chez moi, et on a eu, Natacha a suggéré que on réfléchisse à ce qu'on pourrait faire pour les femmes. Au début, c'était un hashtag. Hashtag, vous savez, ce petit marqueur qu'on met dans les tweets. Et on a pensé au hashtag jamais sans elle. Et on s'est dit, mais en fait, c'est quand même une chose aussi d'homme, finalement, de l'empowerment des femmes. Et il nous est apparu nécessaire d'en faire une association, de développer tout ça. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, quelques mots sur Jamais sans elle. Justement, Natacha, c'est l'ambition, c'est aussi que les femmes et les hommes, ensemble, puissent promouvoir la féminisation de ce secteur. Je pense que c'est une évolution un peu naturelle et on le voit aujourd'hui dans divers domaines. C'est qu'on arrive à faire des avancées parce qu'il y a la mixité. C'est-à-dire que c'est le moment où les hommes aussi se demandent pourquoi il n'y a pas de femmes dans nos métiers, pourquoi il n'y a pas de femmes dans le monde de l'entreprise. Ce qui est intéressant avec le club Gentleman, qui a été cofondé par Tatiana F. Salomon et Guy Mawani, c'est que c'est un club masculin qui a pris l'initiative de lancer un appel pour plus de femmes dans les événements publics. Et s'il n'y a pas une femme dans une table ronde, par exemple, où Gilles est invité, eh bien Gilles n'y participera pas. Et il y a aujourd'hui 80 signataires, dont des entrepreneurs et des chefs de grandes entreprises. Par exemple, on a le PDG de IBM, le DG de Twitter, Jacques-Antoine Granjon, des responsables des médias. Tout à fait. Et l'idée aussi, c'est de promouvoir au sein des événements publics, et pourquoi pas demain dans les médias aussi, la présence de femmes. Oui, parce que Gilles, il est quand même frappant de constater que dans les conférences, et même dans les conférences sur le numérique, il y a quand même extrêmement peu de femmes qui interviennent. Oui. En fait, l'idée, c'est d'arrêter de dire « il faudrait que Ouais. ». C'est de dire on va faire quelque chose. Et je crois que c'est assez simple de dire moi, je ne vais pas dans une conférence où il n'y a pas de femmes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça m'est arrivé l'autre jour, j'étais dans une conférence, et puis au moment de monter sur le plateau, je réalise qu'il y a 3 hommes. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut garder la femme qui vient de parler, qui venait de faire une keynote avec nous, parce que moi, je n'ai plus le droit de monter comme ça tout seul, et ça s'est bien passé. En conclusion, Natacha, c'est un peu comme dans la politique, davantage de diversité, de représentativité dans le numérique. Finalement, ça prend du temps. La révolution numérique va beaucoup plus vite que les changements des mœurs, que la révolution culturelle. Oui, mais en même temps, là, on n'en est encore qu'au début de la révolution numérique. C'est maintenant qu'elle est en train de se diffuser dans toute la société et que ça ne concerne plus des domaines liés au numérique. Et ce qu'aujourd'hui, je voulais dire aussi, c'est qu'important, c'est que chacun peut y participer. Le hashtag, donc le mot-clé sur Twitter, a touché 8 millions de personnes. Donc chacun peut participer à ce mouvement. Il est collaboratif. On peut se l'approprier, on peut le développer au sein d'autres secteurs. Et on le voit aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de contacts dans d'autres domaines où ils veulent l'appliquer. Donc vous pensez, Gilles, que si je vous réinvite, par exemple, tous les deux l'année prochaine, ça aura évolué? Mais il faut, vous savez, construire la réalité, c'est vivre d'espoir et de croyance en certaines choses. Je pense que oui, ça va certainement évoluer. Et, en tout cas, on va y travailler. Eh ben, on est avec vous en tous les cas. C'est maintenant l'heure de la semaine du Lab avec notre partenaire, le Lab d'Europe 1.
Bonjour Aurélie Bonjour Marciro, Caroline. vous êtes rédactrice en chef du Lab et chaque semaine vous revenez pour nous sur un temps fort. Et alors sans spoiler votre papier, vous allez nous parler de séries. Oui, les séries, Caroline, au Lab, on adore ça, même quand elles rappellent un peu, il faut le dire, le travail. Mais je vous arrête tout de suite, je ne parle pas de Game of Thrones ou House of Cards, non, je vais vous parler d'une série française, Baron Noir, diffusée en février sur Canal+. Alors d'un mot, pour ceux qui ne l'ont pas vu et sans spoiler, un président socialiste aux prises avec son plus vieil ami, englué dans des histoires de favoritisme et de financement de campagne, une bagarre entre deux hommes sur fond de manipulation de la jeunesse via un mouvement étudiant. Alors pour toute fiction, normalement, on écrit toute ressemblance avec des personnages, etc., etc. Mais dans le cas de cette série, l'avertissement, Caroline, ne sert à rien. Les politiques, comme les réseaux sociaux, ont largement entremêlé fiction et réalité. Il faut dire qu'il y a des similitudes soulignées par la presse. Regardez notamment ce tweet, le vilain miroir du PS. Alors on a ainsi appris que François Hollande n'aimerait pas ressembler au président Logier. On comprend que Myriam El Khomri trouve que la série est assez fidèle à la réalité. Quant à Julien Drey, il a déclaré « Le Baron Noir, c'est moi ». Et puis cette semaine, Éric Ciotti, député des Républicains, qui le jour des manifestations utilise sur iTélé cet argument. Écoutez. L'UNEF, qui est le syndicat manipulé par les arrière-cours du PS, on l'a vu dans Baron Noir, pour ceux qui ont regardé cette série de grande qualité, mais c'était assez réaliste. Bon, il faut dire, Caroline, que c'est vrai, de nombreux leaders de syndicats étudiants de gauche finissent rue de Solferino. Alors, l'UNEF, manipulée par la partie du PS qui ne veut pas le plus de bien à François Hollande, pour Éric Ciotti, c'est assez logique. Et en plus, il l'a vu à la télé dans Baron Noir. Réponse de Pourriane Hirchahi, ancien président de l'UNEF sur Europe 1. C'est un fantasme politique. Alors, fantasme ou réalité, je vous laisse le choix. Mais si ce qui se passe dans Baron Noir est vraisemblable, cela signifie qu'une jeune femme à la tête de Solferino, eh bien, c'est pour bientôt, et que le président est fan de Public Sénat. Mais ça, qui peut en douter, Caroline? Le président, je ne sais pas, Aurélie, mais en tous les cas, les auteurs sont fans de la série puisqu'ils ont tourné une séquence ici. Vous l'avez vu, vous, Baron Noir? Pas encore. Non, je n'ai pas le temps, j'adorerais, mais je n'ai pas. Il n'y a peut-être pas assez de femmes dans la série, je sais pas. Merci à tous les trois, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Et puis bien sûr, j'attends vos commentaires et vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à la semaine prochaine.